mais parce qu'il faut bousculer un peu tout ça, on va parler de révolution, de capacité à gentiment aller perturber un peu la donne, les habitudes, que ce soit celles des donneurs d'ordre ou celles des citoyens. Il y a des collectifs qui poussent. Le monde de demain sera fait par chacun d'entre nous. Et il se trouve qu'en matière de volonté de se réapproprier le vivant et la nature, et notamment en ville, beaucoup de choses se passent. On a appelé cette séquence « Et si ça passait par la Révolution ?» Et sous vos applaudissements, je voudrais que vous accueilliez Laurent Schied, Ophélie Damblé et Pierre Darmé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Peut-être Pierre, parce que comme je vais laisser les clés de la scène à Pierre Darmé, si tu veux bien te mettre par ici. On est très heureux de vous accueillir pour que vous nous parliez de choses que vous connaissez bien, l'immobilier et la ville. Merci beaucoup Pierre de te livrer à l'exercice à la fois pour apporter ton éclairage au titre de ton expertise du secteur de l'immobilier, secrétaire général, cofondateur de CIBI Biodiversity, et puis en charge du développement de cette belle entreprise qui s'appelle les Jardins de Galie. Merci beaucoup Laurent Schied d'être parmi nous pour nous parler de quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, c'est cette idée de réconciliation entre l'immobilier et l'écologie. Je ne sais pas s'ils sont fâchés ou s'ils ont été fâchés ou s'ils sont toujours fâchés, tu nous diras ça. Mais en tout cas, de ton point de vue, il y a peut-être un truc à faire. Et puis Ophélie Damblé, qui est peut-être la plus révolutionnaire des trois, je ne sais pas, mais elle n'a pas l'air comme ça, nous parlera entre autres de guérilla urbaine. Tu nous expliqueras ce que c'est que cette tendance ou ce phénomène. Tu as de multiples casquettes, agricultrice urbaine, youtubeuse et animatrice d'une, je ne sais pas comment appeler ça, d'une chaîne qui s'appelle Ta Mère Nature, que je vous invite à aller regarder, qui est extrêmement intéressante et étonnante. Donc merci beaucoup de nous parler de vos parcours et de vos combats, je ne sais pas, en tout cas ambitions. Et merci Pierre de te livrer à l'exercice. À tout à l'heure. Merci Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Enfin bonsoir, on ne sait plus trop parce qu'il est 17h40. C'est pas non plus une heure très avancée, mais voilà. Alors. On n'a pas trop préparé et c'est ça qui est bien, comme ça on sera dans la spontanéité. Moi je voulais juste dire quelques mots en intro. La nature nous inspire, c'est écrit partout sur les poteaux, c'est le slogan de Biomime Expo, c'est aussi un gimmick. On a vu avec ce qui s'est passé, comme l'a rappelé Pénélope Comitès, on vit une crise sanitaire significative. D'aucuns parlent de zoonose. Alors peut-être que ça vaudra une explication de texte si besoin, mais le transfert de virus d'une manière extrêmement rapide, sans espace et sans éléments tampons entre de la faune sauvage et une espèce, en l'occurrence l'espèce humaine. Et probablement que de la même manière qu'il y a une érosion massive de la biodiversité, les conurbations urbaines et l'étalement urbain viennent faire en sorte, malheureusement, que l'urbain se heurte directement à des zones naturelles et qu'on a des conséquences assez négatives dont on se rend compte peut-être plus fortement puisqu'elles viennent toucher à notre santé. Mais vous connaissez les chiffres, je ne vais pas les rappeler, d'érosion de la biodiversité. Donc cette nature, elle nous inspire, mais aussi elle nous aspire dans une spirale qui n'est pas toujours très positive. Et puis, nous sommes en pleine COP26. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux cette petite image qui a été publiée, un peu humoristique, où quelqu'un annonce qu'un homme de 79 ans a indiqué qu'il arrêterait de boire en 2049, mais qu'en attendant, il allait continuer à remplir sa cave et à s'en jeter un petit dans le gosier tous les jours, comme étant un peu un parallèle, un clin d'œil avec l'inaction, l'apathie totale que nous vivons aujourd'hui. Donc cette nature, est-ce qu'elle se venge? Est-ce qu'elle a une personnalité? En tout cas, elle nous aspire aussi dans des pluies torrentielles, dans des pics de chaleur, et rien ne se passe. Ce que je trouve d'intéressant dans le thème que nous a donné Alain, la révolution, peut-être qu'il pense que l'on va lever le poing et que telle la liberté guidant le peuple, nous allons reprendre la lutte pour une ville plus verte. Je ne crois pas. Ce qui est intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure sur le mot révolution et son étymologie, c'est qu'il a convié deux personnes qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Il y en a une que je connais directement, comme ça les choses seront très claires, c'est Laurent. On se connaît depuis de nombreuses années, on s'est connus sur des projets. Et son parcours,
vous allez le voir, montre à quel point elle a su voilà, incarner et s'émanciper d'un certain nombre de carcans. Et puis Ophélie, que je suis comme un bon consommateur compulsif des réseaux sociaux. Et toutes les deux, je pense, elles partagent une chose, et on va leur laisser la parole, c'est que notre apathie environnementale, elle vient, alors certains et certaines en ont entendu parler, et nous n'aurons de cesse de le rappeler, de l'extinction des expériences de nature. C'est-à-dire que nous vivons déconnectés du vivant sous toutes ses formes. Et on a beaucoup de palmarès, et je salue la présence de Laurent Bizot, qui est le président de l'Union nationale des entreprises du paysage, qui représente 100 000 actifs, jardiniers et paysagistes. Dans les palmarès de villes vertes, l'indicateur que nous avons jusqu'à présent, c'est la surface d'espace vert par habitant. On parle parfois de la distance à un espace vert. Mais avoir des choses à côté de soi, c'est bien, c'est mieux. Paris est une ville très minérale, on le dit souvent, on a relativement peu de leviers d'action, etc., certes. Mais vivre connecté, avoir un rapport sensible avec le vivant, c'est autre chose. Et ce que nous propose Ophélie en particulier, c'est ça. En ayant des codes qui sont des codes qui permettent d'aller chercher des populations qui sont éloignées de cette nature, pour tout un tas de raisons, pour des raisons sociales, pour des raisons de connexion massive à cet objet addictif. Et ça, c'est intéressant. Et puis, Laurane, eh bien, elle connaît tous les codes de l'immobilier, elle ne parle pas de disruption, elle a un propos qui est extrêmement fort et qui peut être clivant, et en même temps, comme elle l'a dit l'autre jour dans une petite émission de radio que nous avons partagée ensemble, c'est une main de fer dans un gant de velours, et je peux vous l'assurer, pour la connaître un petit peu, c'est un résumé assez pertinent. Alors peut-être qu'on va commencer par Laurane, qui va nous dire dans quelle situation en est l'immobilier aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'elle a un propos différent et en quoi il est différent, et son rapport à la nature. Et puis ensuite, Ophélie, peut-être rebondir sur cette notion, voilà, comment aller chercher des publics et les stratégies que vous mettez en œuvre pour aller les sensibiliser. Voilà. Et puis surtout, ce sera une conversation libre entre toutes les deux, puis je vous parlerai de révolution juste après. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je m'appelle donc Laurane Chid et j'ai une société de promotion immobilière qui se veut écologique, totalement écologique. Alors en fait j'ai passé une dizaine d'années dans la promotion immobilière à faire des projets, répondre à des appels à projets urbains, des appels à projets de la ville de Paris et d'autres, à en gagner certains. Et puis pendant le premier confinement, j'ai eu cette révélation comme plein de gens qui était une connexion plus forte avec le vivant, que j'avais déjà avant le Covid, mais qui s'est révélée être beaucoup plus forte. Et puis pour moi, c'était devenu complètement impossible de retourner au bureau et de refaire la même chose. J'ai eu envie de m'aligner complètement avec mes convictions et de faire un immobilier, ce métier que j'aime, ce métier de bâtisseur que j'adore, mais de façon beaucoup plus consciente et beaucoup plus responsable. Alors, je me suis posé beaucoup de questions parce qu'on parle beaucoup de démarches écologiques dans l'immobilier depuis quelques années et on va dire que c'est tant mieux. Mais dans tout ça, je me suis demandé ce qui était juste et j'ai passé du temps à me demander ce qui était juste. Et donc, je me suis rendu compte très rapidement qu'on était souvent sur de la communication, souvent sur du greenwashing et que finalement, on était très peu dans l'action. Je me suis rendu compte aussi que ce qui était le plus responsable et le plus conscient, c'était de faire le plus local, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, comme dans le textile, comme dans l'alimentaire, comme dans les cosmétiques, c'était de faire au plus local. Alors, le lab dont on a entendu les conclusions tout à l'heure nous l'a bien rappelé, hein, les animaux, c'est ce qu'ils font. Le castor, quand il construit son habitat, il fait avec ce qu'il a là où il est. C'est exactement ça. Vous avez évoqué les oiseaux, c'est exactement ce sujet. Alors ça peut paraître un peu enfantin, toutes ces comparaisons pour les grands de l'immobilier, qui regardent ça un peu de haut encore, parce qu'ils ont le sentiment d'avoir le temps. Et ils profitent en ce moment du temps qu'ils ont, du temps d'inaction comme ça, qui est laissé pour remplir des cases, cocher certaines cases, cocher les cases des certifications, cocher les cases des labels, et puis se dire finalement, on verra bien. C'est un peu ton petit dessin que tu évoquais tout à l'heure.
Alors mon sujet, c'est pas d'être agressif sur ces sujets. Puis alors en plus, quand on est une femme, tout de suite, ça devient, on passe pour une hystérique. Le sujet, c'est juste de dire que l'on parle beaucoup et qu'il faut aujourd'hui, si comme le dit la COP, il ne nous reste plus que 8 ans, qu'il faut passer à l'action et passer vraiment à l'action. Bousculer les codes, se lever, prendre des risques, s'engager. Il y a un sujet qui est majeur, qui est celui de l'incarnation. On doit commencer à incarner ce qu'on dit vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire faire un immobilier responsable? Comment tout ça doit nous faire vibrer au quotidien dans notre métier? Et je crois que dans les prochaines années, si l'on fait ça, on va avoir beaucoup de plaisir à faire notre métier. Alors, un point important, avant de laisser la parole à Ophélie, c'est qu'une estimation, alors elle n'est pas tout à fait... comment dire, la source n'est pas 100% fiable, mais certains estiment que jusqu'à 80% du foncier d'une ville qui serait mobilisable pour l'adapter avec des solutions fondées sur la nature au changement climatique, 80% de ce foncier serait privé ou public à usage privatif. Ce qui veut dire que dans le tas, le levier d'action de toutes les initiatives privées, dont l'immobilier, est assez significatif. Et là, je ne parle que du plancher des vaches, on y reviendra tout à l'heure. Je pense que c'est aussi un propos de revenir et d'être connecté au sol. Je pense que Laurane pourra nous en parler tout à l'heure. Avant de dessiner des projets grandiloquents, revenons un petit peu à la base. Et le végétal prend ses racines dans du sol. Et probablement, je fais la petite incursion. Laurane parlait d'un confinement qui a révélé son rapport à la nature. Elle n'est pas partie s'exiler à la campagne, sauf erreur de ma part. C'était en plein Paris, pas très loin d'ici, dans un Paris qui est vide, mais en l'état existant de cette nature, avec un paradoxe qu'on a dénoncé. On était plusieurs à écrire une tribune, avec beaucoup de courage. Il y a quelqu'un de la mairie de Paris qui l'a fait, puisqu'on l'a fait la veille de l'annonce de la réouverture des parcs. Donc on a un peu attendu. Mais je fais volontairement cette autocritique. Des espaces qui sont peu nombreux, communs, étaient fermés, alors même qu'on était enfermé chez soi. Donc le rapport au sol, que ce soit un foncier privé ou public, est extrêmement important, car notre œil, de même qu'une espèce d'oiseau, de papillon, d'insecte, n'a que faire des limites administratives. Ça veut bien dire que le sujet dont on parle quand on dit renaturer la ville ou naturer la ville, tout simplement, parce que renaturer, quel référentiel est-ce qu'on utilise? Si on songe à Paris, un certain nombre de quartiers sont minéraux depuis très longtemps, donc où est-ce qu'on met le curseur? En tous les cas, quand on fait ça, il faut penser des espaces collectifs et probablement accessibles au plus grand nombre, c'est-à-dire des espaces communs. Voilà, je faisais juste cette petite parenthèse. Ophélie, c'est à vous. Excellente transition, cette histoire de commun. Merci. Bonsoir, je m'appelle Ophélie Damblé et c'est comme le TEDx, hein, j'ai tout prévu avec une petite... C'est vers le bas? C'est vers le haut? C'est le vert? Ah, voilà. Comme ça a été très bien introduit, j'ai plusieurs casquettes. Donc celle de productrice de plants dans une petite pépinière située dans un tiers-lieu dans le 93 qui s'appelle la Cité Fertile. Alors grand sujet aussi, l'histoire des tiers-lieux qui sont souvent des espaces transitoires, malheureusement, et qu'on devrait rendre beaucoup plus pérennes pour pouvoir toujours plus développer des projets autour de l'agriculture urbaine et aussi autour du lien social. Donc voilà, un exemple de petites plantes que je produis, essentiellement du comestible. Là, c'est de l'amarante, par exemple. C'est un lieu où j'accueille du public. L'amarante, qui est une plante très drôle, je vous la glisse, c'est cadeau. Pas compris. D'accord. Très bien. C'est un lieu où j'accueille beaucoup de public et c'est ça la richesse d'un tiers-lieu, c'est qu'on a des synergies très intéressantes qui se créent, à la fois avec des scolaires, à la fois avec des maisons de quartier, mais aussi des entreprises qui viennent pour des séminaires, par exemple. Donc j'ai une riche biodiversité aussi de public qui vient me voir et donc dans cette pépinière, il y a une dimension productive, mais aussi très pédagogique. Et donc c'est un endroit où je transmets.
via des ateliers. Et puis, évidemment, il y a cette histoire de création de contenu, puisque dès le départ de ma reconversion, puisque c'est une reconversion, hein, je n'ai pas travaillé dans les plantes toute ma vie, ça fait à peine 5 ans que je suis dans ce domaine-là, j'ai voulu témoigner de ce changement de vie. Et donc, dès le premier jour où je suis partie me reconvertir pour apprendre à faire pousser les légumes, comme j'aime dire, eh ben, je l'ai raconté de manière très honnête en vidéo sur cette fameuse chaîne YouTube Ta Mère Nature. Aujourd'hui, je vais aussi beaucoup à la rencontre d'acteurs de l'agriculture urbaine et d'actrices, parce qu'il y en a énormément aussi de femmes dans ce domaine-là. Et mon idée, enfin le leitmotiv, c'est de dire que c'est à notre portée, qu'on est tous capables et que surtout le fait de se planter fait partie aussi du chemin. Moi, je vous invite aussi à vous foirer, hein, parce que encore aujourd'hui, je continue de faire crever des plantes alors que c'est mon métier. Et c'est OK, c'est la nature aussi. Hein. Voilà. Donc j'essaye de le faire de manière ludique. Et j'ai écrit 2 livres, dont un qui s'appelle Guérilla Green et qui est une bande dessinée, puisque j'aime bien en fait m'amuser avec tout type de support, et je trouve que la BD c'est typiquement un format assez intéressant pour parler à des plus jeunes publics comme des lycéens ou des collégiens. Toujours est-il que la Green Guérilla, c'est un mouvement que je n'ai pas inventé, qui est né dans les années 70, qui est un mouvement apparu à New York. Une bande de jeunes se sont tout simplement emparés d'un terrain vague pour le transformer en jardin partagé. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, New York, Manhattan, on n'était pas du tout dans un délire Sex and the City. On était plutôt dans des zones où voilà, il y avait une réelle crise. Et ce mouvement citoyen est intéressant puisqu'il a été, je perds le mot, officialisé par la mairie par la suite. Et ce jardin existe encore aujourd'hui. Là où il faut retenir quelque chose d'intéressant, c'est que c'est la désobéissance civile qui a transformé ce paysage. Aujourd'hui, en France, de mettre un bac à fleurs au pied de son immeuble sans demander l'autorisation auprès de sa mairie, c'est considéré comme de la dégradation de l'espace public. On est passible de 30 000 € d'amende. Dans les faits, pour être une activiste de ce mouvement, ça n'arrive pas, mais c'est toujours intéressant d'interroger cette loi. Et on peut le mettre en lumière en comparaison avec Los Angeles, où pendant de nombreuses années, voilà, les populations ont souffert parfois de vrais déserts alimentaires. Et il fallait parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir avoir accès à un supermarché. Une des figures de proue de la Green Guérilla, qui s'appelle Ron Finlay, a décidé de monter un jardins partagés et des potagers sur des terre-pleins qui étaient des zones communes dans l'espace public. Il y a eu répression, mais il y a eu aussi communication puisque les médias s'en sont emparés, et c'est comme ça que la loi a changé. Et c'est en ça où finalement les mouvements citoyens sont intéressants. La Green Guérilla, voilà, c'est à la fois anonyme puisque n'importe qui peut s'en emparer. Il n'y a pas d'organisme, hein, n'importe qui peut jardiner à son échelle. Mais finalement, on voit bien que parfois, c'est un citoyen et un mouvement derrière, quelque part un relais, hein, aussi un relais des réseaux sociaux, pourquoi pas, qui fait bouger les choses. Et c'est en ça où, quelquefois, on va pouvoir, comme ça, débloquer cette sorte d'inertie. Je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre de remplir des permis de végétaliser pour faire pousser du persil. On peut juste s'y mettre. Et encore une fois, quand on me pose la question de comment on fait pour s'y mettre, juste on se balade avec des graines dans sa poche et on en sème et on voit ce que ça donne. Alors après, hein, évidemment, on progresse, hein, on voit si ça pousse, on se demande pourquoi, et voilà. Mais ça démarre par ça, tout simplement. Est-ce que j'avais d'autres choses à montrer? Oui, est-ce qu'il y a d'autres diapos? Oui. Ah. Voilà, donc typiquement des exemples aussi de mouvements citoyens qui ne font pas que du jardinage, mais qui vont réimplanter du mobilier urbain, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été enlevées pour éviter que les gens ne stationnent, et c'est bien dommage, puisque finalement on annule le lien social. J'ai montré aussi quelques petites plantes qui poussent spontanément en ville. Il y a de plus en plus de mairies qui les laissent pousser, et finalement on peut s'amuser, alors moi je le fais avec des scolaires, c'est de faire de la botanique dans la rue de l'école, et c'est de permettre justement à ces enfants de se reconnecter à la nature avec des plantes qui poussent dans le caniveau. Et c'est de se rendre compte que ces plantes qui poussent dans le caniveau, elles ont parfois des propriétés médicinales, elles sont comestibles.
voilà, hein, sur le papier, hein, pas dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'est une manière aussi de retransmettre et de reconnecter au végétal. Sur la droite, c'est des petites bombes de graines. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je fais beaucoup avec les scolaires et même avec les adultes pour revégétaliser des zones difficiles d'accès. C'est une méthode qui existe depuis l'Égypte ancienne et qui est grandement utilisée pour reforester. C'est ce qui va permettre de créer une sorte d'enveloppe protectrice pour la graine et lui permettre de mieux germer. Enfin, voilà, il y a aussi des artistes qui s'emparent aussi de ce mouvement et qui vont, quand il n'y a pas de terre, carrément aller en poser n'importe où. Et je terminerai par ce petit visuel. Super, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si la régie, combien de temps on a, mais j'avais plusieurs questions. Alors, je ne sais pas, Alain, si on a encore du temps pour partager questions-réponses. Ouais. Une dizaine de minutes, mais c'est parfait, on est super large. J'avais une première question pour Ophélie, et puis ça permettra de rebondir ensuite avec Laurane, enfin si tout se passe bien, hein, parce que dans l'animation, en fait, c'est un peu ça le problème. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, c'est un petit peu comme dans le vivant. Et ma question, j'y viens, c'est qu'il y a certaines démarches participatives, on a eu des débats sur le sujet avec la ville de Paris notamment, où on donne la possibilité aux gens de faire des choses pour lesquelles ils sont complètement démunis. Vous l'avez dit, je me plante régulièrement, et Laurane a dit l'important c'est de faire, ouvrir la voie, être médiatrice, être médiateur. Comment est-ce que vous le faites? Vous avez parlé des scolaires, vous avez parlé de YouTube. Moi, à titre personnel et professionnel, je crois profondément au fait que pour se reconnecter ou se connecter ou comprendre un certain nombre de choses, c'est bien qu'on nous prenne la main. Voilà. Par exemple, je fais partie de cette population qui aime beaucoup écouter la radio, lire des choses et voir des gens qui me prennent la main pour m'expliquer quelque chose. Je ne vais pas être de cette génération, ça y est, je suis un peu vieux, qui va geeker et va trouver tout seul l'info sur le net, par exemple. J'aime bien quand c'est incarné, quand on vient me chercher. Et ce que je me dis, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin qu'on leur prenne la main. Plus que le simple fait, qui est déjà énorme, hein, de dire « bah voilà, je te laisse la place, tu as les graines, débrouille-toi ». Quels sont les publics différents que vous rencontrez, Ophélie, et quelles sont les différentes manières que vous avez d'aller les chercher? C'est peut-être pas une stratégie que vous avez réfléchie, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas, c'est un fil conducteur dans tous mes supports. C'est le jeu, l'humour, le ludique et l'autodérision. C'est aussi de partager mes foirades, tout simplement, et montrer que ça fait partie, encore une fois, des choses. Et quand j'insiste sur cette dimension du ludique et de l'humour, c'est qu'on est aussi... il y a beaucoup d'injonctions aujourd'hui autour du mot écologie. On ne peut pas consommer ci, il ne faut pas faire ci, ça va détruire, ça va tuer les bébés les lamas, on met des pailles dans le nez des tortues. Enfin bref, on peut se sentir rapidement accablé et passer 3 jours en PLS dans son lit en se disant que de toute façon on ne peut rien faire à notre échelle. Et c'est là où effectivement, avec des contenus comme les miens par exemple, en montrant de manière rigolote et avec beaucoup de second degré, en fait, il y a cette dimension de joie d'enfant, de retrouver des joies d'enfant, en fait. Moi, je ne fais pas mon métier pour sauver la planète, hein. Clairement, j'ai enlevé ce poids sur mes épaules. En revanche, j'aime transmettre le fait que ça me remplit de joie et que j'y trouve énormément de plaisir, en fait, à voir pousser les plantes. Et c'est par ça, je pense, qu'on peut aussi activer des envies auprès des gens. Et je pense que c'est quelque chose à cultiver, encore une fois, aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde très anxiogène et donc voilà, pour moi c'est une arme, hein, l'humour, le ludique, c'est une forme d'activisme encore une fois aujourd'hui, la célébration aussi et de changer d'échelle de regard aussi. Parce que finalement, la nature, c'est pas qu'une grande forêt, c'est aussi cette fameuse petite pousse qui sort d'une fissure de mur, c'est savoir aussi la regarder, la reconnaître pour mieux la protéger par la suite. Alors, ta mère nature, ça me fait penser à ta mère en slip, et qui était une expression il y a quelques années assez répandue, qui maintenant peut paraître un peu désuète. Mais simplement, pour introduire la question d'après pour Laurane, ce n'est pas celle que je vais lui poser là, mais on va parler du sol, parce que j'aimerais bien que vous parliez du sol. Le test du slip dans les sols, c'est un vrai truc pour voir si un sol est vivant. C'est-à-dire que vous mettez un slip en coton, évidemment,
hein, parce que si vous mettez des matières synthétiques, déjà, ça risque de vous provoquer d'autres désagréments. Mais le coton va se dégrader dans le sol et que si vous le déterrez quelques semaines plus tard, il va y avoir plein de trous à l'intérieur. Parce que les bactéries, les champignons, etc. vont venir manger le slip. Voilà. Donc, Ophélie, ta mère nature, ta mère en slip est aussi un moyen de se connecter au sol. Alors plus sérieusement, c'était un trait d'humour, mais ça n'a pas fonctionné, manifestement. Voilà. Et puis merci d'avoir utilisé ça pour faire la transition avec moi. Avec Laurane. Alors Laurane, J'apprécie. on va s'arrêter là. Vous voyez, c'est ça. On me fait signe dans la non-oreillette que nous avons dépassé le politiquement correct. Laurane, vous avez dit qu'il faut bousculer les choses et en même temps, et vous dites, ouais, les certifications, les labels. Je ne peux pas dire ça puisque au CIBI, on a créé un label et on sait que c'est un outil pour aller chercher des populations assez éloignées. Quels sont, d'après vous, les leviers pour aller chercher vos confrères et comment dire, comment être inspirant tout en étant fort, sans distancer tout le monde et aller les chercher. Je m'exprime très mal, mais vous allez voir, sa réponse, à mon avis, elle va être bonne. Ouais. Alors, bon, déjà sur cette histoire de certification, parce que sinon ça va être tollé. Je vais avoir 12 messages en sortant sur LinkedIn en m'insultant. Alors, les certifications et les labels, c'est très bien. C'est déjà un premier pas. On ne va pas foutre des claques à tous les gens qui vont chercher labels et certifications. Le sujet, c'est juste de dire que ça n'est pas une fin en soi et ça ne peut pas être le but ultime du projet, comme on le voit souvent. Voilà. Donc, allez tous demander tous les labels, toutes les certifications. C'est un moyen. Pour faire des immeubles en béton, moi, je dis non. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, on est OK. Il faut avoir une douce bienveillance en ce moment parce qu'on est dans une période de transition. Et les périodes de transition, elles sont difficiles. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même capacité à accepter le changement. Donc, la transition, ça veut dire bienveillance, mais ça veut dire aussi être dans l'action, utiliser des outils qui existent pour faire. Parce que souvent, on dit oui, mais c'est très compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les outils, il y en a plein. On peut faire du modulaire, on peut faire en bois, on peut faire utiliser des matériaux recyclés avec des gens comme Upcycléa qui font très bien leur travail. On peut utiliser toutes les solutions qui sont présentes sur le site internet de Solar Impulse. C'est accessible à tous et c'est si simple. Voilà, des techniques, il y en a plein. Elles permettent de gagner de l'argent souvent, parce que ça nous permet de gagner du temps. Donc ça, je pense qu'il faut mettre tout ça à profit dans les projets et le faire rapidement. Voilà. Donc ce que je dis juste, c'est label et certification, c'est OK, mais ça n'est pas tout. On travaille avec intelligence, on remet du bon sens dans l'immobilier, c'est-à-dire quels sont les matériaux que l'on a à disposition, comme vous l'avez tous très bien indiqué avant. Et ça, c'est vraiment une question qu'il faut se poser d'emblée. La question, c'est aussi d'interroger le sol. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Où est-ce qu'on s'implante? Aujourd'hui, quand j'achète un terrain, j'essaie de me dire qu'est-ce que le sol peut me permettre de cultiver avant de me dire où est-ce que je vais construire. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux cultiver? Je regarde, là où c'est le moins intéressant, je vais faire mon projet. Le sujet, il n'est pas de ne pas construire. On est des bâtisseurs, il faut qu'on construise. On fait partie du vivant et nous aussi, on a cette place dans le vivant. Le sujet, c'est de retrouver cette juste place. Le vivant, c'est nous dans la nature, c'est pas nous contre la nature. Bon, ben voilà, elle a répondu à la question sur le sol, du coup, Ouais, on a gagné voilà. du temps. Voilà. Et en plus, vous avez dit qu'il faut intégrer le vivant d'emblée. Alors, c'était facile pour Ophélie. On ne lui a jamais fait en plus. Pour terminer, avant la conclusion, ce que dit Laurane, c'est qu'il faut inspirer en montrant des projets. On peut faire feu de tout bois avec des outils qui ne sont pas une fin en soi, mais qui sont des moyens utiles, notamment dans de grandes organisations, pour sensibiliser et impliquer. Le thème, c'était révolution. Alors, je vais vous interroger chacune sur le sujet. Mais si on revient à l'étymologie du mot révolution, parce qu'on imaginait qu'on allait prendre l'hôtel de ville, enfin, je pense que c'était l'idée d'Alain, d'ailleurs, si vous êtes prêts. Mais l'Académie française, un autre bâtiment qui est pas mal à Paris, une coupole, nous dit, d'abord, c'est le déplacement d'un objet autour d'un point central ou d'un axe qui suit une courbe fermée. Donc, si la révolution, c'est de revenir toujours à un même point de départ, c'est pas gagné, hein. D'ailleurs, la révolution des astres, c'est ça. On nous dit quand même, dans les sens dérivés, sur ce sens premier, dans les applications, il y a en sylviculture, donc rien à voir avec votre voisine, mais
la culture des arbres, des forêts, c'est le temps s'écoulant entre l'ensemencement et la coupe définitive dans une futaie régulière ou entre deux coupes d'un taillis sous futaie. Ça, c'est peut-être une référence au cycle naturel, au cycle des saisons assez immuable. Et puis, le deuxième grand sens, c'est le bouleversement du cours des choses humaines, changement radical et profond touchant à la vie d'une société, révolution dans les sciences, dans les arts, dans les mœurs. Alors, on nous parle de la révolution de l'imprimerie, on peut nous parler de la révolution industrielle, mais en fait, la première qui est citée ici par l'Académie, c'est dans la préhistoire, la révolution du néolithique. On est passé de chasseurs-cueilleurs à l'interaction avec notre environnement pour nous nourrir. Est-ce que finalement, cette révolution du néolithique, ce n'est pas celle qu'on va vivre à nouveau? Peut-être on boucle la boucle. Et puis, comment est-ce qu'on fait la révolution? Une question courte, enfin une question très longue, vous l'avez vu, mais qui appelle une réponse courte. Dans l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire la révolution dans son organisation? Et puis, autour de soi, quelle action simple on peut faire, Ophélie, quand on est citoyen, pour faire la révolution verte? Vous avez 2 heures pour réfléchir et apporter la réponse On te tout à l'heure. répondre, c'est ça, Oui, c'est une question j'aimerais bien. parce qu'on avait perdu le fil. Non, mais vous avez perdu le fil. Comment on fait la révolution dans l'immobilier si je veux commencer now? Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est pour ceux qui travaillent chez des promoteurs, dans des foncières, etc., essayez de vous reconnecter à votre intuition. Généralement, on a beaucoup plus de plaisir à faire un projet qui a du sens et qui a du bon sens. Donc, essayez de vous reconnecter à ça et soyez malin, c'est-à-dire trouvez les bons économiques pour que ça passe, parce que je sais très bien comment ça se passe et on va tout de suite vous mettre votre projet de côté ou votre bonne intention de côté en vous expliquant que c'est plus coûteux, que c'est compliqué, etc. Donc, essayez d'être malin et ne lâchez pas. C'est-à-dire, vraiment, faites preuve de beaucoup d'engagement dans ce que vous faites. Et ça va payer. À un moment donné, ça va payer. Les 2 prochaines années, elles vont être extraordinaires dans l'immobilier parce qu'on va vivre cette mutation. C'est vraiment pas le moment d'aller travailler ailleurs. On va vivre ce changement et ça va être très joyeux. Voilà. Alors, Ophélie, si on a infiltré l'immobilier comme Laurent, on sait quoi faire maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait si on est dans l'assistance, alors forcément sensibilisé au sujet, mais ou qu'on veut sensibiliser des citoyens autour de soi pour passer à l'action? Une action comme ça qu'on pourrait mettre en œuvre. C'est la question bête. Bon, parler à ses voisins déjà, puisque l'idée de l'écologie, c'est de recréer du lien social aussi. Il y a cette dimension derrière. Le jardinage, il est aussi politique. Donc voilà, il y a aussi aller rencontrer l'autre. Et donc ça passe par exemple, mettre en place un bac avec le commerçant ou l'école de son quartier. C'est rejoindre une association de quartier aussi pour proposer des choses. Et pourquoi pas aussi tout simplement faire un inventaire botanique des plantes qui poussent dans sa rue. Encore une fois, moi je trouve que c'est un très bon début. On met le pied dans un engrenage ensuite qui en général est super riche. Et il y a d'ailleurs une initiative qui s'appelle Sauvage de ma rue, proposée par le Muséum d'histoire naturelle, qui est une initiative citoyenne pour recenser les plantes de sa rue. En fait, je pense que c'est un très bon moyen de rentrer là-dedans. Et ben voilà, vous avez le modus operandi. Le thème aujourd'hui, c'est bio-inspiré. Et je pense que là, avec nos 2 intervenantes, on était bien inspirés. C'est formidable, on peut les remercier, les applaudir. Merci beaucoup, Pierre Darmé, Laurent Schied et Ophélie Damblé.